Rebonjour. Je suis un peu étonné, mais on commence un peu avec de l'avance. C'est plutôt. C'est parce que vous êtes, comme on dit chez les jeunes, chaud boulette pour avancer dans. Alors j'ai le plaisir, désolé, j'ai le plaisir d'animer cette partie de cette journée sur un peu nos représentations. Qu'est-ce qui nous bloque ou qu'est-ce qui nous pousse? Voilà, donc on a déjà eu première mise en bouche, mise en perspective. La conférence maintenant va être donnée par François-Xavier Demours. Alors, François-Xavier Demours est directeur de la recherche et de la stratégie chez More in Common, qui est un groupe, un think tank, une association qui essaie de montrer combien on est en fait beaucoup plus semblable, enfin on a plus de choses en commun qu'on ne pense. Et ils ont été surtout récemment mis sur le devant de la scène pour une enquête qu'ils ont publiée en juin 2018 sur l'attitude et les perceptions des migrants par les catholiques français. Ça a été relayé dans la presse et ça nous a quand même, nous-mêmes au CERAS, étonnés ce qui en sortait finalement. Je ne vais pas dévoiler ce qui en sortait, mais c'était beaucoup plus positif que ce qu'on pouvait imaginer souvent. Donc il y a une sorte de fidélité des catholiques français quand même à certaines valeurs qui leur sont transmises par leurs parents et par les choses. Mais je ne vais pas faire la conférence en même. Il y aura 45 minutes de conférence et puis vous aurez 45 minutes pour faire un débat. Voilà, la parole est à toi. Oui, ça y est. Merci et bonjour, bonjour à tous. Je vois même des visages connus dans la salle. Je suis évidemment très heureux d'être ici et de pouvoir vous présenter, un peu ces travaux. Et je vous propose un petit peu de démarrer par sans doute un constat que vous partagez tous, ou en tout cas un sentiment que vous avez peut-être déjà tous éprouvé, qui est qu'il y a parmi les catholiques de France le sentiment qu'on est pris dans une spirale de division. C'est-à-dire qu'il y a un bloc qui s'affronte avec un autre bloc et que dans cette spirale de division, deux camps ont l'air de s'affronter et font de l'autre un ennemi. Alors la division chez les catholiques, c'est forcément quand on a l'ambition d'être universel, c'est évidemment un sujet qui est toujours très complexe à aborder et même parfois un petit peu douloureux. Mais ce sentiment-là, il est sans doute assez prégnant depuis maintenant 5 ans. Il s'est cristallisé sur des questions, notamment les questions de genre, par exemple, un petit peu en amont avant. Et aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qui se cristallise sur la question migratoire. Voilà. Et c'est ce phénomène-là, qui est un phénomène qu'on appelle la polarisation, n'affecte pas uniquement les catholiques et spécifiquement les catholiques de France. C'est une tendance qu'on retrouve de plus en plus marquée dans la société et qui pose un vrai problème puisque effectivement on a le sentiment que le seul moyen de sortir de ce conflit c'est d'en sortir c'est une victoire par chaos ou c'est en gros plus exactement la défaite de l'autre. Voilà. Et alors quand on aborde la question de l'immigration, et typiquement quand on pose 3 questions qui sont un petit peu des questions centrales sur l'immigration, ça paraît effectivement indéniable. C'est-à-dire que ce sentiment qu'on peut avoir, d'avoir d'un côté les gens qui sont pour et de l'autre côté les gens qui sont contre, et ces deux blocs qui s'affrontent là, ça paraît indéniable. Je vous donne 3 questions qui sont 3 questions fondamentales qu'on a posées à notre panel, puis je reviendrai un petit peu plus tard sur comment est-ce qu'on les a interrogés, etc. Mais 3 questions fondamentales qui sont liées à l'accueil. La première, c'est la question de la responsabilité. On a posé une question qui est une question d'opinion classique. En général, les migrants font des efforts pour s'intégrer. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, ni pas d'accord, plutôt pas d'accord avec cette question? Est-ce que le nouvel arrivant fait ce qu'il faut pour se faire de la place? 50-50. Plus exactement 41-39. 50% sont d'accord, 50% sont pas d'accord. Deuxième question qui est la question de la solidarité.
est-ce que dans une France qui est en crise en gros depuis 2008, où on parle de crise économique depuis 2008, où on appelle à faire des efforts budgétaires depuis maintenant 10 ans, la question qui se pose par rapport à la question de l'accueil des nouveaux arrivants dans la société, c'est au détriment des autres ou pas? Donc, à la question, les migrants sont considérés comme prioritaires par rapport aux Français en matière d'aide, de logement, d'utilisation des services publics. Vous avez 42% d'un côté et 43% de l'autre, 50-50. Troisième question, qui est une autre question un petit peu centrale du débat public, en tout cas qu'on retrouve très souvent dans l'espace public, qui est la question de l'identité et la question culturelle. Est-ce que les migrants qui arrivent aujourd'hui en France, est-ce que les nouveaux arrivants sont un enrichissement pour notre société ou est-ce qu'ils ne le sont pas? Dans une période ou dans un temps où on connaît des transformations anthropologiques qui sont majeures, à une vitesse comme on n'en a probablement quasiment jamais connue par le passé, sur fond de ce qu'on appelle, et on y reviendra là aussi, mais avec beaucoup de guillemets, sur fond d'insécurité culturelle, sur le sentiment en tout cas que parmi les chrétiens, qui peut être parfois un peu répandu, que l'identité chrétienne est ou en train de disparaître ou minorée, en tout cas c'est ce qu'on entend dans le débat public. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une opportunité, ces nouveaux arrivants? Et bien là aussi c'est pareil, 40% d'un côté, 43% de l'autre. 50-50. Donc, cette polarisation, elle paraît globalement, en surface, absolument indéniable. Donc, cette polarisation croissante, toute la question, c'est de savoir quels sont les pôles. Donc, vous savez, c'est un petit peu... J'ai pris ce dessin-là pour éviter d'avoir à montrer des visages de gens qui pouvaient incarner un côté dans le débat public de promotion, d'ouverture des migrants, et de l'autre côté, au contraire, une voix ou un visage qui insiste sur la nécessité de ne pas accueillir. Voilà, l'Église, elle est par là, elle est à droite. Ah non, ça suffit avec vos préjugés. L'Église est autant de gauche que de droite. Donc, est-ce que, typiquement, cette polarisation-là, est-ce qu'on assiste à un conflit entre cathos de gauche et cathos de droite? C'est la thèse, par exemple, de Jérôme Fourquet, le politologue qui est directeur d'Institut de l'opinion de l'IFOP. Est-ce que c'est au contraire une tension ou un conflit sous-jacent entre des catholiques conciliaires d'un côté et les catholiques intransigeants de l'autre? Ça, c'est l'approche, par exemple, qu'a développé Henri Tingue dans son dernier livre et que vous pouvez aussi lire, que vous avez peut-être pu lire chez Jean Sévilla il y a quelques années. Est-ce que c'est des soutiens du pape François d'un côté et des gens qui au contraire sont très rétifs au discours et à l'appel à aller vers les périphéries plutôt que de se recentrer sur un débat théologique tel que ça peut être un petit peu raconté dans l'opinion publique sur la différence entre Benoît XVI et François? On sait sans doute dans cette salle, je pense ne pas me tromper en le disant, que c'est pas vrai et qu'évidemment c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, dans les représentations, c'est un petit peu ces jeux-là qu'on a. Le problème de cette grille de lecture, c'est qu'évidemment, d'abord c'est une grille de lecture qui est politique. Premier point. Et c'est une grille de lecture surtout qui est partielle, c'est-à-dire qu'elle ferme le jeu. Et pour vous, qui en grande partie dans cette salle, d'après ce qu'on m'a dit, êtes aussi des gens de terrain, des gens qui travaillent à l'accueil des migrants et qui ont entendu aussi, j'allais dire, l'appel du pape et l'appel de leur cœur, et l'appel de l'évangile tout simplement, ça ne permet pas d'agir, parce que le problème c'est que quand on est dans un débat comme ça, bloc contre bloc et front contre front, on ne sait pas comment s'en sortir. C'est-à-dire que ça finit par devenir une spirale où on finit par parler uniquement avec les gens qui sont d'accord avec nous. Et ça n'aide pas nécessairement à avancer. Voilà. Donc tout ça pour dire que le problème de cette polarisation-là, qui est un problème pour l'accueil des migrants, est plus largement un problème pour, j'allais dire, ce qui fait la cohésion de nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que ce sur quoi on est divisé aujourd'hui, ce sur quoi en tout cas on insiste sur nos divisions aujourd'hui, se joue sur non pas ce qu'on a, éventuellement ce qui pourrait nous permettre de faire des compromis, qui sont des polarités classiques en politique. C'est important d'avoir des polarités en politique. On a besoin d'avoir des polarités sur le jeu politique pour pouvoir se repérer. Et les polarités de gauche et de droite, par exemple, sont des polarités qui se jouent plutôt sur ce qu'on a, c'est-à-dire en gros sur le travail et sur l'économie, sur les richesses, le partage des richesses, la création de richesses. Là, on est en face d'un débat qui se joue sur ce qu'on est. Et sur ce qu'on est, a priori, c'est pas négociable.
vous faites des compromis sur ce que vous avez. Vous pouvez faire des sacrifices, vous pouvez accepter de faire des efforts, ou vous pouvez au contraire réclamer plus, et ça peut être entendu par un autre groupe. Là, aujourd'hui, le jeu des polarités qui se développent dans la société, et en particulier dans le public catholique, c'est sur ce qu'on est. Qu'est-ce qui nous définit en propre ? Et pourquoi est-ce que ça se cristallise en particulier sur la question migratoire aujourd'hui ? C'est précisément parce que quand on parle de l'autre, on parle de soi, en fait. On a besoin de l'autre aujourd'hui, en tout cas c'est l'hypothèse de travail sur laquelle on avance, c'est que en fait en réalité le regard qu'on porte sur l'autre est d'abord un regard ou une absence de regard ou une difficulté de regard ou un regard en souffrance qu'on porte sur soi-même. Qui je suis et qu'est-ce qu'on a encore à faire tous ensemble ? C'est le thème de la session, ça tombe plutôt bien, construire un nous ensemble. Aujourd'hui, on est dans une période où précisément, ça devient de plus en plus difficile de construire un nous ensemble. C'est-à-dire qu'un ensemble de valeurs qu'on a pu penser implicitement partagées pendant très longtemps, on sent est en phase d'interrogation ou alors, encore une fois, en phase de polarisation. On est dans un moment où les récits collectifs sont des récits qui sont en compétition. C'est-à-dire qu'on n'a plus un récit partagé ou un récit commun qui est de l'ordre de l'évidence. Je ne vais pas vous faire un décroché sur les gilets jaunes maintenant parce que ce n'est pas le sujet, mais globalement, ça interroge des difficultés qui sont du même acabit. C'est en fait pour lutter contre ces phénomènes de polarisation-là, pour essayer en fait d'y apporter une réponse, que In Common, l'organisation pour laquelle je travaille, est née et qu'elle a développé en fait des outils pour essayer un petit peu de comprendre et de dire voilà, il faut qu'on ait un panorama plus clair de ce qu'est la société aujourd'hui. Et donc on a à peu près 1 an et demi et on a été créé donc en 2017, on est présent dans 4 pays aujourd'hui, donc la France, l'Allemagne, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire des pays dans lesquels tout va bien et dans lesquels il n'y a absolument pas de problème de polarisation du débat public. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est pas d'écouter le bruit. C'est pas d'écouter les gens qui ouvrent, qui donnent de la voix, qui ont une voix qui est parfois puissante, qui ont une voix qui peut nous influencer, qui peuvent nous faire rentrer dans une certaine forme justement de conflit et de dynamique, mais c'est d'écouter le silence, en fait. Et donc de chausser d'autres lunettes pour essayer un petit peu de regarder les catholiques autrement. En général, quand on pose des questions dans des sondages, on pose en fait des questions qui sont quelques questions clés d'opinion qui sont volontairement polarisantes parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est à dégager des majorités. Ce qui est important, c'est d'arriver à voir s'il y a plus de 50% d'une population qui est plutôt sur une ligne ou plutôt sur une autre. Et ensuite, on regarde ce qu'on appelle des segmentations naturelles. Alors, je passe très vite sur ces sujets-là parce que c'est un peu technique, mais en fait, c'est des sujets qui sont quand même un petit peu intéressants. Mais voilà, on pose une grande question, par exemple, est-ce que vous êtes pour ouvrir les frontières aux migrants qui arrivent ? Et ensuite, on regarde comment est-ce que les gens se répartissent dans la réponse entre le oui et le non, en fonction de leur catégorie sociale, en fonction de leur génération, en fonction de leur affiliation politique, ou quand il s'agit des catholiques, pardon, c'est s'ils sont pratiquants et s'ils sont non pratiquants. Ça nous donne quelques éléments, mais en fait, nous, la démarche qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas se contenter de ça, et en fait, on veut descendre un petit peu plus dans les profondeurs pour essayer de comprendre en fait les systèmes de valeurs, c'est-à-dire les croyances un petit peu fondamentales, c'est la manière dont les gens hiérarchisent dans leur vie ce qui est important et ce qui n'est pas important. Comment est-ce qu'ils voient le monde, comment est-ce qu'ils voient les autres, et comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes. Donc on leur a posé une série de questions sur les migrants, sur l'accueil et les politiques d'accueil qu'il faudrait mener, mais on leur a aussi posé des questions sur leur perception de leur situation économique, personnelle, sur leur perception de la situation française, sur leur rapport à l'islam et sur leur rapport à leur identité catholique. Et en fait, ça nous permet déjà de dresser un panorama un petit peu différent. Alors, l'intérêt, en fait, c'est qu'ensuite on applique une méthode qui s'appelle la segmentation et donc qui nous permet en fait d'essayer de regrouper les gens par des systèmes de valeurs, par système de valeurs, en essayant de regarder leur cohérence et on regarde quelle proportion ils représentent dans la population. Alors quel est le socle de l'étude ? Parce que c'est souvent des questions qu'on pose, donc je préfère y répondre tout de suite.
Donc, qui sont les catholiques, puisqu'en fait c'est ça le fond du sujet. Très rapidement, quand on mène une enquête comme ça, c'est un sondage, donc on l'a fait en partenariat avec l'IFOP, qui lui a l'habitude de faire ce genre d'exercice, donc c'est un sondage par téléphone auprès de 1000 personnes. Alors, qui se définit catholique en France aujourd'hui? C'est à peu près un Français sur deux qui se déclare catholique. Parmi ce Français sur deux, enfin, parmi les Français qui se déclarent catholiques, un quart se déclare pratiquant. Se déclarer pratiquant, on le sait depuis les travaux notamment d'Yves Raison du Closiou, mais il n'est pas le seul, beaucoup de travaux sociologiques ont été faits sur le sujet. Ça ne veut pas nécessairement dire aller à la messe tous les dimanches. Ceux qu'on appelle les messalisants, donc qui vont vraiment à la messe tous les dimanches, représentent 8% de notre échantillon, c'est-à-dire entre 2 et 4% de la population française. Simplement pour vous donner un panorama. Donc, nous, le socle de notre étude, c'est le socle des catholiques, des Français qui se déclarent catholiques. Et vous allez voir que c'est intéressant aussi parce que la pratique n'est pas nécessairement un élément aussi déterminant qu'on pourrait le penser sur les positionnements des catholiques vis-à-vis des migrants, ou même sur le rapport que les catholiques entretiennent vis-à-vis de leur identité catholique. C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul élément. Voilà. Et donc, nous, on applique notre méthode, et qu'est-ce qu'on voit? 5 familles. Alors, 5 groupes émergent sur un axe qui pourrait être globalement un axe ouvert-fermé. D'un côté, les plus ouverts à l'accueil et les plus disposés à l'accueil, et de l'autre côté, les plus réfractaires à l'accueil des nouveaux arrivants. Si vous cherchez vos pôles, vous les avez, c'est le bleu ciel, le premier, le pôle ouvert, qui représente... Ah, vous ne le voyez pas? Donc, c'est qui est à droite, c'est un cercle, donc... Voilà, qui représente 21% de l'opinion catholique, on a appelé les catholiques multiculturalistes. Voilà. De l'autre côté, si vous cherchez l'autre pôle, il est là, en bleu marine. Il pèse 15%, on les a appelés les catholiques nationalistes. Voilà, vous les avez les deux pôles. Ce qu'on entend, ils représentent globalement 21 et 15, ça fait 36% de l'opinion catholique, donc c'est-à-dire même pas la moitié qui ont un avis tranché sur la question de l'accueil des migrants. Si vous cherchez vos pôles catho de gauche, catho de droite, vous les aurez un peu plus là-dedans. Si vous cherchez plutôt des pôles catholiques conciliaires, catholiques intransigeants, globalement, vous les retrouverez un petit peu là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est les 3 autres groupes, parce que c'est ceux qu'on n'entend pas. Et c'est ceux qui ont des choses à raconter, et c'est ceux dont la voix porte rarement dans le débat public. Alors, on a un deuxième groupe qui tend vers l'ouverture, qui est le premier groupe parmi les catholiques de France, qui pèse 24% de l'opinion catholique, qu'on a appelé les catholiques libéraux. Il y a de l'autre côté celui qui est en jaune, qui est là, qui tend beaucoup plus vers la fermeture, qu'on a appelé des nationalistes sécularisés, et qui représente 18% de l'opinion catholique. Et un dernier groupe qui est le groupe le plus ambivalent en réalité qu'on ait rencontré, on les a appelés les catholiques en insécurité culturelle. Voilà. Donc, quand on prend les pratiquants au sens strict, en fait, c'est le premier groupe parmi les pratiquants, il représente à peu près 30% des catholiques pratiquants. Si on prend les messalisants, et alors là, je vais le dire avec beaucoup de pincettes, parce qu'en réalité, l'échantillon n'est pas assez gros pour pouvoir être extrêmement et complètement fiable, en gros, ça représente à peu près 3 messalisants sur 5. C'est beaucoup. Mais c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, le public que vous avez dans les paroisses est un public qui est fondamentalement ambivalent. Alors, bon, là, je vous ai je vous ai juste donné une gentille segmentation avec des bouts de camembert. Vous allez me dire, ok, vous êtes bien gentil, mais c'est qui ces gens? Qui sont-ils? Qui sont leurs réseaux? Est-ce qu'on les connaît vraiment? Et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas la une de l'Express avec un marronnier régulier? Alors, je me suis dit que plutôt que de vous abreuver de chiffres, de graphiques, rassurez-vous, il y en aura un, parce que c'est quand même toujours un peu sérieux, mais plutôt que de vous noyer dans un nombre d'informations pas possible, je vais plutôt vous raconter leur histoire. C'est-à-dire que pour parler de ces 5 groupes, en fait, on fabrique ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire des personnages fictifs, qui correspondent, ça permet de mieux les connaître, et ça permet de mieux, rentrer en contact avec la réalité de la manière dont ils perçoivent le monde.
Et donc je mets, avant de rentrer dans cet exercice-là, deux petits avertissements. Le premier, et c'est un peu celui que vous avez, vous savez, au début des séries télé, où on vous dit ces personnages sont purement fictifs, si jamais il y a une coïncidence avec la réalité, elle est purement fortuite, voilà. Mais si c'est le cas, ça veut dire que j'ai à peu près fait mon boulot correctement. Mais en même temps, je mets aussi effectivement j'insiste sur ce bémol-là, parce que peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas, ou vous aurez le sentiment que parfois c'est un petit peu caricatural, ou vous, même au fond de vous-même, vous vous retrouverez à cheval entre 2 ou 3 groupes. C'est normal. Un, parce que c'est des caricatures. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de rendre le plus cohérent possible cette approche. Et deux, parce que, d'une certaine façon, on est obligé de faire des choix. C'est-à-dire que, forcément, dans chaque groupe, on n'a jamais on n'a jamais 100% sur telle ou telle question ou tel sujet, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu des nuances. C'est normal parce qu'on parle aussi tout simplement d'êtres humains et que d'une certaine façon, on va raconter, et ce que je vais vous raconter, c'est aussi parfois des conflits intérieurs. Et des conflits intérieurs, on en a tous. Des dilemmes, on peut tous en avoir, on peut être parfaitement partagés, notamment sur des sujets comme ça, qui sont des sujets qui touchent aussi à des parts de l'humanité très différentes qu'on peut avoir en soi et qui viennent dialoguer aussi avec des parts de soi qui peuvent être elles-mêmes en tension. Voilà, on peut ne pas se retrouver complètement et c'est normal. Donc m'en voulez pas, c'est aussi ça que je veux vous dire. Voilà, je vous présente Maxime. Il a 26 ans, il est professeur des écoles et il habite à Rennes. Alors, Maxime, si jamais il y a des Bretons parmi vous dans la salle, et notamment des Rennais, oui, formidable. Alors Maxime, potentiellement, vous aurez l'occasion de le croiser le mercredi matin sur le marché du mail François Mitterrand, voilà, qui est le grand marché bio de Rennes. Maxime, il mange plutôt bio, c'est plutôt son truc. Il vit avec sa petite amie qui s'appelle Marine, qui fait des études de sociaux. Elle fait une thèse de sociaux à Rennes 2. Bon, je vous épargne leur histoire, la manière dont ils se sont rencontrés, parce que c'est pas si important que ça. Sachez juste que Maxime, il a passé beaucoup de temps au Scout de France quand il était un petit peu plus jeune. Il est encore très engagé. Voilà, il vient d'une famille où ses parents ont été très actifs à la JOC, son père a été encarté à la CFDT, et globalement, chez eux, c'était toujours un peu table ouverte, il y avait toujours des gens un petit peu différents qui venaient, c'était une table très militante, et il est habitué à rencontrer des gens qui sont très différents. Voilà, alors, quand il est parti en vacances avec Marine cet été, ils sont partis au Sénégal, sac au dos, aller arpenter le Sénégal, et ils ont découvert la spiritualité soufie, et ils ont été complètement emballés. Ils ont trouvé ça absolument formidable. Voilà. Donc, ses parents habitent du côté de Lannion, et donc, Maxime, la messe, quand il y va, c'est quand il va chez ses parents. Voilà, quand il rentre à Lannion. En revanche, il est quand même très actif parce que ses parents sont aussi très actifs et pour justement toujours les Bretons, quand à Trébeurdin, pas très loin de Lannion, un centre d'accueil des demandeurs d'asile a été ouvert, un CADA. Il y a eu une grande manifestation pour s'opposer à l'ouverture de ce centre qui a mobilisé beaucoup de militants d'extrême droite. Bon, Maxime, il est venu avec Marine, évidemment, et avec ses parents et avec leurs amis dans la contre-manifestation, pour bien montrer que effectivement les gens qui venaient manifester contre l'ouverture du CADA étaient plutôt assez isolés. Il est du genre à bien aimer signer des pétitions, mais là, quand Gérard Collomb, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, quand nous on a fait l'enquête, a commencé à présenter à l'Assemblée nationale son projet de loi Asile et Immigration, il a signé la pétition contre la politique migratoire de Gérard Collomb. Il est de toute façon plutôt largement assez inquiet par rapport à la politique économique et sociale du gouvernement. Il considère que globalement elle profite plutôt aux riches et qu'elle rejette plutôt les plus pauvres, et ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'aux élections présidentielles, il avait beaucoup hésité à voter entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, et que finalement il a voté Mélenchon parce qu'il s'est dit que c'était important d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour de la présidentielle. Voilà, bon, vous avez à peu près compris et cerné le personnage. Dans ce groupe qui représente 21% donc de l'opinion catholique, ce qui n'est pas rien. Alors, ils ne votent pas tous Jean-Luc Mélenchon, je tiens quand même à le préciser, on n'est pas à 21%
d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon parmi les catholiques, mais ils comptent en tout cas, ils sont un petit peu plus à gauche que la moyenne pour leur affiliation politique. Ils sont plus jeunes que la moyenne des catholiques. Ils sont plus diplômés, ils n'ont pas nécessairement des très hauts revenus, précisément parce que la part d'étudiants et la part aussi de jeunes retraités peut être importante dans ce groupe-là. Ils sont dans la moyenne des pratiquants, c'est-à-dire que globalement, ils sont à 24%, c'est-à-dire ce qui correspond au socle de pratiquants. Et ils sont surtout plus politiques dans leur engagement. Je ne veux pas insister trop sur le profil de Maxime, parce que je vais y revenir un petit peu après, mais voilà notre premier pôle. Voilà notre pôle militant. Voilà, je vous présente l'autre pôle, Monique, à 81 ans. Monique habite Assez-le-Béranger en Mayenne. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, parce qu'il y a 389 habitants, donc c'est pas un très gros village. Voilà. Elle est veuve, elle est née à quelques kilomètres d'Assay-le-Béranger, c'est vraiment sa région, et pour elle, elle éprouve un attachement assez profond à ce territoire-là. Elle n'a plus le droit de conduire depuis quelques années, Monique. Donc elle va à la messe une fois par mois quand elle est dite à Assay, puisque le curé modérateur de la paroisse a évidemment 70 ou 80 clochers à gérer, et donc il dit la messe une fois par mois à Assay. Et quand quelqu'un peut l'emmener en voiture à Évron, qui est une petite ville de 2000 habitants qui se trouve à une quinzaine de kilomètres d'Assay-le-Béranger, sinon c'est pour du Seigneur. Monique, elle s'inquiète beaucoup de ces églises vides, de ces clochers qui s'effondrent, et elle a le sentiment qu'il n'y a plus vraiment, dit-elle, de respect pour la religion d'origine. Les migrants, bon, elle les voit surtout à la télévision parce qu'à Assez-le-Béranger, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ils ne sont pas vraiment faire d'efforts pour s'intégrer. Ils sont plutôt, et elle les voit plutôt comme le symptôme de notre effacement. Pour Monique, ce qui est important, c'est quand même parce que d'une certaine façon, elle n'aime pas trop le monde tel qu'il va, elle n'aime pas trop le monde tel qu'il change, c'est de ne pas avoir honte de dire qui on est et ce qu'on est. Et ces histoires de statue de Jean-Paul II en Bretagne, à qui on demande d'enlever la croix dessus, ça la rend dingue. Ces histoires de crèches et le fait de ne plus pouvoir avoir des crèches dans les mairies, etc., ça l'énerve beaucoup. C'est vraiment des sujets qui l'énervent beaucoup. Voilà. Et bon, elle est dans une situation économique qui est parfois un petit peu difficile. Elle a trouvé que l'augmentation de la CSG en 2012 pour les retraités, c'était quand même vraiment difficile. Là, elle sera probablement contente d'apprendre que globalement, elle devrait pouvoir à nouveau bénéficier d'une CSG à taux réduit. Mais surtout, elle vit ça un peu comme une injustice parce que son mari s'est donné beaucoup de mal, il a travaillé toute sa vie et elle a quand même un peu la sensation qu'on l'oublie. Et d'une certaine façon, elle se vit comme quelqu'un qui est oublié et qui a plus sa place dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est simplement pour insister sur ce groupe des catholiques nationalistes. Vous aurez compris, globalement, ils sont plus âgés que la moyenne. La moitié sont des retraités. Et ils ont le sentiment de vivre effectivement dans une société dont les repères qui ont été les leurs pendant très longtemps s'effacent. Et que c'est pas nécessairement une remise en cause des processus de sécularisation, par exemple. Dans les gens qu'on a entendus et qui peuvent correspondre à ce groupe-là, on n'a même dans ce groupe-là, aucune personne qui nous a dit qu'ils vivaient mal les processus de sécularisation et ils se revendiquaient comme des catholiques laïcs. Et ils insistaient beaucoup sur le sujet. Et ils disaient beaucoup, on est des laïcs, nous, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'autre. L'autre, le migrant, notamment le migrant musulman, parce qu'en fait, la question était attirée quand même un peu plus vers ces sujets-là. Mais la focale que place ce groupe est une focale sur une identité chrétienne qui est en train de disparaître. C'est-à-dire que autant Maxime pouvait défendre et défend l'accueil au nom du Christ, autant ce groupe-là peut être réfractaire à l'accueil au nom de la chrétienté. Je joue volontairement sur ces deux termes-là pour bien insister sur deux interprétations qui sont fondamentalement différentes de leur culture et de leurs valeurs et de leur foi. Et ce sont ces deux pôles-là qui sont des pôles qui sont un peu dominants dans le débat public. Voilà. Donc, le catholique nationaliste que vous pouvez voir jeune,
plutôt très militant, plutôt d'extrême droite, etc. Alors ça n'empêche que Monique, elle a plutôt voté Marine Le Pen, mais qui peut donner de la voix comme un catholique traditionnaliste, etc., et qui est un peu la caricature qu'on peut voir dans les médias des gens qui sont très réfractaires à l'accueil dans le public catholique, en fait, en réalité, est plutôt une minorité dans sa caricature. Tout le monde ne ressemble pas, tous les gens qui sont réfractaires à l'accueil ne ressemblent pas à un paroissien à la sortie de Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles. Je suis désolé s'il y a des paroissiens de Sainte-Jeanne d'Arc dans la salle, mais simplement pour donner un exemple un petit peu justement caricatural, pour dire, voilà, attention à ne pas effectivement enfermer des gens dans des cases, même si si vous pouvez avoir le sentiment que c'est ce que je suis en train de faire, avoir bien en tête cette idée que ce sont des profils avec des histoires et des complexités qui sont différentes. Voilà pour nos deux pôles. Maintenant, on va rentrer dans les groupes qui sont les groupes un peu plus ambivalents. Je vous présente Cécile. Cécile a 36 ans. Elle vit à Boulogne-Billancourt. Alors, elle a 2 enfants qui s'appellent Timothée et Octave. Voilà. Elle travaille au 4-5e parce qu'elle voudrait pouvoir avoir le temps de s'occuper de ses enfants le mercredi. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu important pour elle. Cécile et son mari Étienne, ils ont passé quelques années en expatriation à Londres. Ils ont adoré l'ambiance cosmopolite de la ville. Bon, il se trouve que Étienne est banquier d'affaires, donc c'est quand même toujours un peu plus facile pour pouvoir profiter de l'ambiance cosmopolite de la ville. Mais voilà, ce sont des gens qui aiment bien justement cette ouverture, cette diversité, cette pluralité, et c'est important pour eux dans leur vie et dans la manière dont ils se définissent. La messe, c'est quand les enfants n'ont pas d'activité le week-end, c'est-à-dire de temps en temps, mais voilà. Ils viennent quand même tous les deux de familles plutôt assez pratiquantes, mais ils considèrent que la foi, c'est d'abord surtout une histoire d'éducation, c'est une affaire de valeurs et c'est une affaire de liberté et de liberté individuelle. Et que même dans la manière dont ils élèvent leurs enfants dans la foi, parce que bien sûr ils ont baptisé Timothée et Octave, la question ne se posait même pas. Mais en fait, ils sont beaucoup plus dans une logique de on sème les graines et nous on donne ce qu'on peut donner et puis après on va laisser faire. On ne laisse pas faire le Seigneur, on ne laisse pas faire la grâce, on laisse faire la liberté de chacun. Ce qui est c'est une approche qui est un peu spécifique et un peu différente. Bon, quand Emmanuel Macron a annoncé sa candidature en 2016, Étienne et Cécile ont été complètement emballés parce qu'ils ont eu le sentiment, en fait, et enfin, de trouver quelqu'un qui correspondait à leur vision de la société. C'est-à-dire quelqu'un qui disait, voilà, il faut libérer des énergies, il faut qu'on puisse enfin donner à ceux qui veulent avancer les moyens d'avancer et que quand on défend aussi une économie ouverte et on doit s'insérer dans la mondialisation, c'est normal de s'insérer dans la mondialisation jusqu'au bout et donc aussi d'accepter qu'il y ait des gens qui viennent d'ailleurs qui trouvent refuge dans notre pays. Quand les photos du petit Aylan ont été publiées à la une de la presse en septembre 2015, j'imagine que vous vous en souvenez tous, c'est ce petit garçon qui avait été retrouvé échoué, mort sur une plage de Turquie, ils ont été extrêmement émus. Ils ont voulu faire quelque chose, ils ne savaient pas nécessairement trop quoi faire. Mais bon, ils voulaient faire un don, alors la maman d'Étienne était bénévole au Secours catholique, donc ils ont fait un chèque au Secours catholique. Et depuis... Bon, ils lisent bien dans la presse que c'est quand même un peu dramatique, que régulièrement on lit des histoires de camps de migrants qui sont dans des conditions d'hygiène qui sont quand même extrêmement déplorables, où on a un peu l'impression que rien n'est fait, que le système ne fonctionne pas très bien, que c'est pas bien géré, c'est l'expression qu'ils utilisent, que tout ça, en fait, tous ces flux pourraient être mieux gérés et qui ne sont pas très bien gérés, ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis surtout, ils se demandent en fait si la société va être capable d'encaisser tout ça, et d'encaisser toutes ces arrivées. Eux, ils sont ouverts. Mais les autres, est-ce qu'ils sont vraiment ouverts ? C'est eux qui posent la question, hein, c'est pas moi. Voilà, je pense que vous avez à peu près là aussi cerné le profil. Donc là aussi, je réitère, hein, il n'y a pas 24% de catholiques de France qui ont été en expat à Londres, parce que sinon ça ferait vraiment beaucoup de monde. Mais ce groupe qu'on a appelé le groupe des catholiques libéraux est là aussi un petit peu plus jeune que la moyenne des catholiques.
Ils ont aussi des revenus beaucoup plus élevés que la moyenne des catholiques, et c'est quand même le premier groupe. Ils sont plutôt assez bienveillants. Je fais une petite parenthèse et j'aurais pu le raconter dans le profil de Cécile, ils n'aiment pas trop quand les curés parlent de politique, c'est ce qu'ils nous disent. Et ils trouvent que vraiment l'Église c'est bien quand on leur parle un petit peu de la foi comme quelque chose qui est de l'ordre du développement intérieur. Alors j'irai même un petit peu plus loin et parfois, là je pense que je forcerai un petit peu le trait, mais ils ont un rapport à leur foi et à l'identité qui est à la fois de l'ordre des valeurs, c'est-à-dire qui se confondent d'ailleurs avec un petit peu des valeurs humanistes, et un rapport à la foi et un rapport à l'engagement dans l'Église qui est un petit peu un rapport quasiment de développement personnel, si vous voulez. C'est pas quelque chose, c'est une tendance qui est plutôt en dynamique, et c'est une tendance à laquelle il faut savoir répondre aussi et qu'il faut savoir accompagner. J'y reviendrai, mais c'est un enjeu et c'est un profil qui est extrêmement important dans le public catholique tel qu'on peut le voir. Et au-delà de leur attachement sans doute un petit peu à l'ordre établi, l'importance qu'ils accordent à la liberté individuelle est quelque chose qui est extrêmement central. Oui, ils défendent un petit peu l'ordre établi, dans le sens où globalement, sur un certain nombre de questions, ils se sentent très en phase avec ce qui est fait aujourd'hui, et ils peuvent aussi un peu fermer les yeux sur des choix de politique migratoire, même si ça peut les mettre un peu mal à l'aise et qu'ils ne savent pas trop comment s'en sortir avec ça. Mais ce sont des gens qui sont voilà, qui se revendiquent ouverts et qui insistent sur cette dimension-là, mais qui peuvent être parfois un petit peu désengagés dans leur manière d'être ouverts. C'est-à-dire que c'est pas une ouverture qui est habitée, si vous voulez. C'est quelque chose qui nous a beaucoup déstabilisés, puisque ce sont des gens, en fait, à chaque fois, on a entendu, pour chaque segment, on a entendu les différents groupes dans ce qu'on appelle des focus groups, des groupes de discussion. Donc, on recrute en fait une dizaine ou une quinzaine de personnes avec l'institut de sondage avec lequel on a travaillé, et on les entend en fait pendant 3 heures. Donc nous, on est derrière une vitre sans teint, il y a quelqu'un qui anime un débat pendant 3 heures, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, et c'est le groupe sur lequel, c'est la seule fois où on a eu le sentiment en fait que d'abord ils étaient très pressés de partir, alors que la plupart des autres, ils ont très envie de prolonger la discussion, alors que ça dure quand même déjà 3 heures, ça n'était pas habité. C'est très déstabilisant en réalité, parce qu'il y a un travail à faire pour engager au-delà d'un discours qui peut être un discours de promotion d'ouverture, il y a un travail à engager qui est extrêmement important. Je ne veux pas non plus déflorer ce qu'on dira après, les discussions et les échanges qu'on pourra avoir, simplement pour essayer de vous brosser ce portrait-là. Catherine. J'ai beaucoup d'affection pour Catherine, mais je vous expliquerai ça pourquoi après. Catherine a 54 ans. Elle habite à Val-près-le-Puy. Donc là, s'il y a des gens qui viennent de Haute-Loire, ils verront un petit peu à peu près où ça se situe. C'est-à-dire, c'est dans la banlieue du Puy-en-Velay. Voilà. Catherine est mariée à Jean-Pierre, qui est contremaître dans l'industrie chimique, chez un des gros sous-traitants de l'industrie chimique qu'on trouve beaucoup dans la région du Puy-en-Velay. Pour le moment, il croise les doigts, parce que Jean-Pierre, il a 55-56 ans, le carnet de commandes, il suit à peu près dans l'entreprise, mais si jamais il y a un problème, et si les commandes ralentissent, Jean-Pierre sera le premier à sauter, évidemment, parce qu'il a 56 ans, qui coûte plus cher, et il aura plus de mal à retrouver du travail. Donc, mais il croise les doigts. Ils sont plutôt confiants. Catherine est du genre pilier de paroisse. Vous pouvez la croiser, et vous la croiserez peut-être dans l'EAP. Elle est toujours très engagée. Alors en plus le Puy, c'est vraiment, elle est très fière de l'histoire du Puy, de ce que ça représente sur le chemin des pèlerinages, sur le chemin de Saint-Jacques. Elle était évidemment bénévole au Jubilé du Puy. Elle a été très engagée. Elle a été assez touchée quand Nicolas Sarkozy était venu faire son discours au Puy-en-Velay pour dire bien que un petit peu il y avait une partie de l'identité de la France qui était au Puy-en-Velay. Elle est très attachée à son territoire, elle est très attachée à son église, elle est très engagée, elle est toujours pleine de bonne volonté. Bon, elle a quand même un petit peu tiqué quand il y a une deuxième mosquée qui a ouvert au Puy-en-Velay. La première, d'accord, c'est important que les musulmans puissent avoir un lieu de culte.
Elle a été ouverte d'ailleurs parce que, de mémoire, le diocèse du Puy a cédé des bâtiments conventuels pour permettre en fait, à la communauté musulmane d'avoir un lieu de prière. Mais la deuxième mosquée, elle a trouvé quand même qu'au Puy-en-Velay, ça faisait un peu beaucoup. Donc, d'ailleurs, Jean-Pierre lui a rapporté une histoire au travail. Il y a eu une demande d'ouvriers qui ont demandé une salle de prière pour pouvoir, entre les pauses le vendredi, pouvoir faire des prières. Alors, globalement, le leader CGT du coin était plutôt quand même très rétif et pas franchement très pour. Mais finalement, ils ont trouvé un arrangement. Ça s'est quand même globalement bien passé. Mais elle a trouvé que c'était quand même un autre signe de plus, qu'il se passait quelque chose et que ça la mettait quand même un petit peu mal à l'aise. Donc, quand la paroisse de Val-près-le-Puy a accueilli une famille syrienne, elle s'est quand même plutôt tenue à l'écart. Elle préférait d'ailleurs qu'on parle un petit peu plus des chrétiens d'Orient et elle trouve qu'on n'en parle pas nécessairement assez. Elle s'est tenue un petit peu à l'écart, mais elle a quand même fini par apporter des couvertures et des affaires pour les enfants parce que pour elle c'est quand même important. Donc quand elle fait des dons, et elle fait des petits dons parce qu'ils ne roulent pas sur l'or, elle fait des dons plutôt à l'AED, à l'aide à l'église en détresse, parce que pour elle c'est une manière dans la période de montrer aussi son soutien à la fois aux chrétiens d'Orient parce qu'elle y est un petit peu sensible, mais aussi aux migrants, et c'est sa manière à elle de témoigner sa volonté de montrer sa générosité et son sens de l'accueil qui est sincère. Voilà, donc ce groupe-là, plutôt ambivalent, c'est plutôt même très ambivalent, très pris en fait dans un conflit qui est un vrai conflit intérieur. C'est un groupe qui était très touchant quand on les a entendus, parce que c'est le groupe qui était le plus travaillé sur à la fois sur ces sujets-là, et qui nous ont dit notamment une phrase qui était marquante. Ils disaient: accueillir en homme et accueillir en chrétien, ça n'est pas la même chose. Simplement pour vous raconter ce dilemme et les dilemmes qu'ils peuvent affronter, et dans ces dilemmes-là, la question du rapport à l'islam tient une place qui est assez importante. Et c'est là où j'insisterai, et qui est pour moi aussi un point assez central sur ce groupe, c'est qu'ils ont une représentation de l'islam qui est une religion qui parfois les inquiète, mais ils font la différence entre l'islam et les musulmans. Par exemple, quand on leur pose la question de est-ce que vous pensez que la plupart des musulmans ont des valeurs similaires à vos propres valeurs, ils répondent dans la moyenne. Si vous leur demandez est-ce que ça vous inquiète que la plupart est-ce que ça vous inquiète que la plupart des migrants arrivant en France soient musulmans, que ce soit vrai ou non, c'était pas le sujet. La question, c'était de pouvoir mesurer leur perception et leur attitude là-dessus. Ils nous répondent oui à 88%. Donc on est sur des gens qui sont profondément travaillés, profondément désireux aussi d'accueillir, parce qu'ils entendent le message de l'Évangile et ils entendent cet appel et ils entendent cette responsabilité-là, qui en même temps parfois en ont peur, et ils en ont peur en grande partie parce qu'ils sentent eux aussi, pas de la même manière totalement que les catholiques nationalistes, mais ils sentent que la société change et qu'ils se demandent d'une certaine façon quelle est leur identité, quelle est leur place, et qu'est-ce que ça veut dire être catholique dans la société d'aujourd'hui, qui est non seulement sécularisée, mais aussi multiconfessionnelle. Et c'est pas la même histoire qui se raconte pour eux, et ça appelle et ça travaille des choses qui sont effectivement des choses de qui je suis, et qu'est-ce que nous sommes, et est-ce que j'ai le droit de pouvoir dire, et comment est-ce que je peux dire aujourd'hui je suis catholique. Et c'est profondément ancré en fait dans leur rapport à leur identité. Bon, j'aurai un peu de retard, je suis désolé. Voilà, dernier groupe, parce qu'en plus je voudrais insister sur 2-3 points avant de pouvoir conclure et vous donner quelques pistes avant qu'on échange. Dernier groupe, un groupe qui est important, je vous présente Christophe, il a 45 ans, il habite Forbach. Il a 2 filles, il est divorcé, il est au chômage, plutôt bientôt en fin de droit. Donc pour arriver à joindre les deux bouts, de temps en temps il fait un peu du blague sur les chantiers. Il travaillait dans le BTP avant, et en fait le marché du BTP s'est un peu effondré dans la région. Il est évidemment très inquiet pour savoir comment est-ce qu'il va faire après la fin de droit pour payer le crédit de sa maison, et il pense d'une certaine façon qu'il passera après les autres, et qu'il passera toujours après les autres.
Pour lui, on en fait objectivement trop pour les migrants. Les migrants, en réalité, ils connaissent leurs droits mieux que lui ne connaît ses droits, et mieux que les gens comme lui connaissent ses droits. Il a bien vu régulièrement dans le Républicain Lorrain, en plus les images du camp de Blida à Metz qui est évacué régulièrement. Il trouve que c'est sale, et il trouve que franchement, ces gens qui arrivent là respectent pas grand-chose, et il le dit comme ça. La plupart du temps, je fais une petite parenthèse, mais dans les histoires que je raconte et les mots que j'utilise sont des mots que les gens utilisent, c'est pas les miens. Voilà, et donc à Forbach, après l'évacuation du camp de Blida, on leur paye l'hôtel, et puis bon, ça fait quand même 150 personnes, c'est quand même énorme, et qu'est-ce qu'on fait pour nos SDF, et qu'est-ce qu'on fait pour moi, et qu'est-ce qu'on fait pour nous. D'une certaine façon, il n'a rien contre les étrangers, il n'a rien contre les musulmans, qui sont aussi souvent mis dans le même sac que les étrangers. Pour lui, ils sont gentils, ils disent bonjour, mais les femmes ne mangent pas en même temps que les hommes. Ils ont leurs propres règles, c'est les leurs, ils ont leurs propres normes, et c'est pas les mêmes que les nôtres. Et que par ailleurs, si nous aussi on était à l'étranger, on s'aiderait entre nous. Donc il a de temps en temps un petit peu peur pour sa fille aînée lorsqu'elle rentre du collège toute seule le soir. D'une certaine façon, il ne croit plus vraiment dans la politique, et après avoir un peu hésité à ne pas aller voter aux dernières présidentielles, il a quand même fini par aller voter Marine Le Pen. La messe, c'est pas du tout son truc. La dernière fois qu'il y est allé, c'était pour les obsèques de son père. Lui, il était plutôt pour l'incinérer, mais sa mère a insisté pour qu'il soit inhumé. Donc c'était la demande de sa mère, donc il peut comprendre, mais d'une certaine façon, il s'est quand même pas toujours trouvé hyper bien accueilli au moment des obsèques, surtout quand il a vu que c'était un laïc et pas un prêtre qui célébrait les obsèques. Voilà. Mais donc il est très éloigné de la foi, mais il garde un bon souvenir, dit-il, de la petite prière à Marie qu'il prononçait avant de se coucher avec sa grand-mère, et il en garde un souvenir un petit peu nostalgique. Voilà, ce groupe, vous l'avez un peu compris, il est très éloigné de la vie de l'Église. Et dans la vie de l'Église, vous le croiserez probablement à deux moments. Le moment des deuils, et c'est un moment qui est effectivement un moment important sur lequel ils insistent beaucoup. Et vous le croiserez potentiellement, en fait, dans les points d'accueil du secours catholique, dans les points d'accueil du secours populaire ou du Restos du Cœur, parce que ça peut leur arriver d'avoir des petites difficultés pour terminer leur fin de mois. Ce pas des gens qui sont nécessairement dans des situations économiques extrêmement précaires, mais qui sont juste au-dessus, et où vous avez le moindre petit grain de sel, qui peut être un divorce, qui peut être une perte de boulot dans l'un des deux, en fait, où leur situation peut s'effondrer très très vite. Je vous surprendrai pas si je vous dis qu'une partie des Gilets jaunes, évidemment, enfin une partie de ce groupe-là, on le retrouvera, et on l'aura retrouvé potentiellement parmi les Gilets jaunes. On le retrouve un petit peu plus à l'est et dans le nord de la France. Ce sont des gens qui sont aussi en grande fragilité, mais qui ne sont pas fermés pour des questions identitaires ou culturelles, où le prisme central, c'est la question sociale. Donc, et là je vais speeder, mais j'ai besoin que vous me laissiez au moins 10 minutes. Maintenant que vous avez ces cinq profils en tête, dites-vous que les mêmes questions, les 5 questions que je vous ai posées, font apparaître complètement d'autres cohérences. Les 3 questions font apparaître complètement d'autres cohérences. Si vous regardez la question de la responsabilité, en fait, d'un groupe à l'autre, je sais que c'est pas toujours hyper net, mais vous avez les deux pôles, et on retrouve très clairement les deux pôles sur est-ce que les migrants font des efforts pour s'intégrer ou pas. Les multiculturalistes, large majorité vous disent oui. Les nationalistes, les catholiques nationalistes, une large majorité, très large majorité vous disent non. Et au milieu, ça oscille, et c'est plutôt de l'ambivalence, et ils le disent. Et ils disent leur questionnement pour des raisons qui sont un petit peu différentes. La solidarité, la question de qui est prioritaire ou pas prioritaire, c'est beaucoup plus tranché. Là, la polarité, vous l'avez. C'est une polarisation gauche-droite, c'est une polarisation qui reste, et c'est une polarisation qui est classique. D'un côté, les multiculturalistes et les libéraux, de l'autre côté, les 3 autres groupes. Là, c'est vraiment il y a vraiment une scission entre les deux. C'est une question de principe pour les multiculturalistes et les libéraux, parce qu'ils disent, en gros, si on dit que les migrants sont prioritaires, comme c'est un argument qu'on utilise en général pour ne pas accueillir de gens, on ne peut pas soutenir cet argument-là. Si aussi les migrants étaient prioritaires par rapport aux autres Français dans l'accès aux services sociaux et aux aides sociales, au logement, aux services publics, est-ce que vous pensez qu'il y en aurait autant dans la rue ?
Voilà des réactions qu'on peut entendre. Là, la polarisation, elle est très nette. Prenez la question de l'identité, là, vous avez de l'ambivalence qui est très forte. C'est la question la plus polarisante, c'est-à-dire que sur les deux groupes, sur les multiculturalistes, les migrants qui viennent en France aujourd'hui rendent notre pays plus ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles cultures, ils sont 72% à vous dire oui. Et oui, j'y crois. Les catholiques nationalistes, ils sont 8% à vous dire oui. Tous les autres, ils vous disent non, très clairement, c'est pas une ouverture. Et c'est bien pour ça qu'en fait, c'est par rapport à leur propre identité de catholique qui pose le problème. Et au milieu, en fait, en réalité, on a des points d'ambivalence avec un premier saut qui se passe notamment avec les libéraux. Alors je vais y revenir en particulier parce que je voudrais faire un focus sur les multiculturalistes en particulier. Parce que je pense que c'est important de comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est si difficile quand on défend et quand on se bat pour l'accueil, pour convaincre un public d'ouvrir ses portes. Simplement vous donner des clés de lecture pour ça. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? D'abord parce qu'en fait les multiculturalistes sont isolés. Je peux prendre le risque en disant nous sommes isolés. Peut-être que vous vous sentez plus proche de ce groupe-là que d'autres groupes. Ils sont isolés sur la question morale. C'est-à-dire que si vous posez la question du devoir et la question de l'obligation, est-ce qu'on doit accueillir des migrants, des nouveaux arrivants parce qu'on a les moyens économiques de le faire? En fait, c'est le seul groupe qui répond en majorité oui, à 62%. Déjà, on passe aux libéraux, c'est 20 points de moins. Vous passez ensuite aux cathos en insécurité culturelle, c'est encore 20 points de moins, etc. etc. Et évidemment, les nationalistes, ils sont que 2% à vous dire oui, en fait, on devrait le faire parce qu'on en a les moyens. Ils sont isolés sur la question de l'identité. Et c'est sans doute ça le point central qui les isole par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont objectivement les seuls en majorité à dire que oui, les nouveaux arrivants qui arrivent aujourd'hui sont un enrichissement pour notre pays et ils rendent notre pays plus ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles cultures. Et c'est encore plus notable sur la question des migrants qui viennent en France devraient être autorisés à perpétuer leur propre tradition. Ils sont une large majorité à dire oui, et les autres disent plutôt en majorité non. Pour des raisons qui sont des raisons différentes pour chaque groupe. On pourra y revenir si vous avez des questions sur le sujet. Simplement vous montrer que c'est un point d'isolement qui est très important. Et pourquoi est-ce qu'ils sont isolés sur l'identité? Parce qu'ils sont aussi isolés sur leur propre identité. Là, ce que vous voyez, c'est un schéma hyper bizarre. Mais c'est ce qu'on a essayé de fabriquer, ce qu'on pourrait appeler un système de coordonnées des identités, si vous voulez. On pose des questions sur... on essaye de mesurer, en gros, ce que ça veut dire être catholique, sur à la fois du point de vue de l'identité propre, la foi a une place importante dans ma vie, à la fois sur la question des valeurs, donc de l'identité de père à père, je me sens un grand nombre de valeurs communes avec les autres catholiques, sur la question de la différenciation, est-ce que je me sens différent des autres Français parce que je suis catholique, ou sur le plan de... et par rapport aux musulmans, est-ce que je pense que les musulmans ont des valeurs similaires à mes propres valeurs? Et ensuite, par rapport à l'identité de la France, est-ce que la France doit revendiquer ou non ses racines chrétiennes? Et est-ce que l'identité de la France est en train de disparaître? La spécificité des multiculturalistes, la vraie spécificité, c'est qu'ils sont plus nombreux à penser qu'ils ont plus de valeurs en commun avec les musulmans qu'avec les catholiques. Ça veut dire quelque chose. Là aussi, je vais y revenir, et c'est un point très important. Et dernier point qui les différencie des autres, leur engagement est plus politique. En bleu, la courbe du haut, c'est la courbe de leur engagement à eux. Là où ça pointe, et la courbe grise en dessous, c'est l'ensemble des catholiques. Là où ça monte, ils ont signé des pétitions. Là où ils font plus de dons que les autres matériels, mais ils signent aussi plus de pétitions. Alors ils sont plus présents aussi sur le terrain, ils font du bénévolat, ils ont partagé des récits positifs sur Internet, ils ont accueilli personnellement des migrants chez eux, et ils ont contacté des hommes politiques plus que la moyenne des catholiques pour leur demander de changer leur politique en faveur des migrants. Leur engagement est plus politique. Et c'est pas une surprise, évidemment c'est les plus sensibles à la polarisation. C'est eux, et en particulier eux, c'est-à-dire nous, enfin les gens qui sont sur le terrain et qui promeuvent l'accueil, qui ont de plus en plus le sentiment de faire face à un bloc. Et un bloc de réticence qui est croissant à l'accueil. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Et je vais y revenir. Bon, les catholiques libéraux, là-dessus, ils sont complètement à part, parce qu'ils sont dans le en même temps, donc ça leur va bien, ils sont pas trop perdus. Alors, parce que c'était quand même... C'est les pistes, et après je me tais.
2 questions. Une question qui est que faire, comme dirait Lénine, et que nous est-il permis d'espérer, comme dirait Emmanuel Kant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous ai juste pour amorcer la discussion et pas vous donner... Ah ben voilà, l'ordinateur n'est visiblement plus d'accord. Et c'est au moment où il y a des choses importantes à dire que ça s'éteint. Non, il a l'air allumé. Ah. Bon, en attendant, je vais vous les donner de mémoire et je redémarre l'ordinateur. Donc comme autrefois, mais du coup je ne connais pas nécessairement tous les chiffres et tous les graphiques par cœur. Le premier, c'est qu'il faut, si on veut changer le regard des catholiques, il faut d'abord commencer par changer son propre regard sur les catholiques. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, en réalité, les catholiques sont beaucoup plus ouverts à l'accueil que ne le sont les Français. 2 chiffres pour vous le montrer. Quand on pose la question de « il faut fermer totalement nos frontières », aux migrants qui arrivent parce que nous ne pouvons pas les accueillir actuellement. On est à peu près à 60% de catholiques qui sont en désaccord avec cette proposition-là. Quand on a posé la même question à l'ensemble de la population française, il n'était que 29% à être en désaccord. C'est 40 points d'écart. C'est pas rien. C'est même énorme, en fait. L'autre point, c'est qu'en fait, ils donnent plus que la moyenne des Français. C'est-à-dire, un catholique sur 2 a fait un don, contre un Français sur 3 a fait un don ou s'est engagé en faveur des migrants. C'est pas rien non plus. Donc ça ils sont non seulement plus ouverts en matière d'attitude, mais ils sont aussi plus solidaires, donc c'est en matière d'engagement. Deuxième point, si c'est aussi le cas, et si c'est aussi positif, c'est parce que l'engagement de l'Église et l'engagement des mouvements d'Église fait la différence. Ce que vous faites pour ceux qui sont engagés sur le terrain, pour ceux qui prennent la parole, fait la différence. Premier point, c'est que le socle du soutien au message du pape promouvant l'accueil des migrants, il ne bouge pas depuis 2016. Il ne bouge pas. C'est toujours le même. On est à 63% de catholiques qui partagent l'appel du pape à l'accueil. Ça ne bouge pas. Et pourtant, Dieu sait s'il y a des discours qui poussent dans l'autre sens. Et si l'assassinat du père Hamel en 2016 a fait un peu craindre, évidemment, une forme de repli, en fait, en réalité, ça a été un repli qui a été très temporaire dans l'opinion et qui n'a pas duré très longtemps et qui a été plus notable chez les pratiquants que chez les non-pratiquants. Mais où, globalement, le socle ne bouge pas. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'engagement paroissial, celui des mouvements, est favorable, il crée les conditions pour que les catholiques s'engagent. Alors, j'avais un joli graphique pour vous montrer la différence entre les catholiques pratiquants et les catholiques non pratiquants sur leur niveau d'engagement, mais évidemment, le niveau d'engagement des pratiquants, il est plus élevé que celui des non pratiquants. Mais en grande partie parce qu'ils sont aussi en contact avec une vie paroissiale, et ils sont aussi en contact avec une vie paroissiale et avec des mouvements d'église plus facilement. Et tout simplement parce qu'en fait, l'appel à accueillir des migrants dans chaque paroisse, c'est un appel qui a été entendu et qui a vraiment eu un effet. C'est-à-dire qu'il y a un quart des pratiquants qui nous dit oui, on a accueilli des migrants chez nous, dans notre paroisse. Il y a 10% des catholiques qui disent oui, dans ma paroisse, on a accueilli des migrants. Et ça joue un rôle, mais majeur, parce que ça fait bouger des lignes. Le troisième point, c'est ne jamais oublier que la foi soulève des montagnes. Alors, pardon de dire cette banalité qui date de 2000 ans, mais en fait, c'est vrai. Et j'avais aussi un joli graphique pour vous le prouver. mais simplement pour vous donner un chiffre, c'est-à-dire que même chez les catholiques nationalistes, même les plus réfractaires à l'accueil, il y en a 23% qui ont fait un don matériel. Ça, c'est le premier point. Et chez les catholiques en insécurité culturelle, qui justement sont des groupes qui sont pris dans des conflits intérieurs, etc., en fait, ils donnent et ils donnent plus et ils s'engagent plus que la moyenne, y compris parce qu'ils sont plus pratiquants, donc ils sont présents dans les paroisses et ils accueillent les familles. Et donc, il se passe quelque chose. Deuxième élément, c'est que sur les motifs qu'avancent les gens qu'on a interrogés et qui déclarent avoir donné quelque chose,
La compassion arrive souvent comme un des éléments premiers, mais c'est un sujet qui peut être très clivant d'un segment à l'autre. C'est-à-dire que la compassion n'est pas du tout un moteur chez les catholiques nationalistes ou chez les nationalistes sécularisés. La foi, en revanche, a presque un effet lisse. C'est-à-dire qu'elle est au même niveau dans tous les segments. À peu près à 40% des gens qui ont donné disent « je donne parce que ça fait partie de ma foi et de mes convictions religieuses de donner et de m'engager ». Et voilà. Et c'est le dernier point. Dernier point, c'est en fait, et c'est pour ouvrir la discussion, il faut adapter sa réponse et il faut adapter ses messages à chaque segment. On ne peut pas leur parler de la même manière, on ne peut pas leur raconter la même histoire, on ne peut pas les appeler à la même chose et on ne peut pas leur proposer les mêmes conditions d'engagement parce qu'ils ont chacun des attentes ou des manières de voir le monde qui sont différentes. Voilà. Merci. Comme on savait qu'il parlait, que François-Xavier parlait beaucoup, on avait programmé l'ordinateur pour qu'il s'éteigne après 5 ans. C'est bon. Voilà, c'est le temps des questions. Nous avons jusqu'à 5h30. Après, il faut vraiment qu'on soit assez strict si on veut pouvoir aller que ceux qui désirent aller à l'Eucharistie puissent prendre le temps d'y aller calmement. Il y a évidemment énormément de questions dans toutes les têtes et tout ne sera pas résolu aujourd'hui, donc on a un peu de temps. Il y a 2 micros qui se baladent. Alors, normalement, ils ne se baladent pas tout seuls, donc il y a des gens, donc n'hésitez pas à ouvrir le bal ou ouvrir la question. On prendra quelques questions, on en prendra 2, 3, et puis il y aura une réponse pour ne pas entrer. Oui, là, il y a une question. Évidemment. Oui, ça y est, bonsoir. Vous nous avez dressé au début toutes les cases de polarisation que vous avez écartées parce qu'elles ne vous en convenaient pas, parce qu'elles ne vous convenaient pas, et vous en avez créé 5 autres. Bon. 5 autres cases. Mais c'est vrai que les 5 avatars que vous désignez, je pense que beaucoup, peut-être comme moi, peuvent dire qu'on les a rencontrés et qu'on les rencontre tous les jours. Maintenant, ce qui me surprend quand même, c'est que nous sommes très nombreux, sans doute dans cette salle, je suppose, parmi les catholiques, mais pas que parmi les catholiques, à nous retrouver dans des engagements militants, soit dans des mouvements d'église, soit dans des mouvements de coordination laïque, non confessionnelle. Et là, il n'est pas question de foi ou jamais. Il est question d'un objectif à atteindre et qui est celui de l'accueil. Alors je me demande si l'identité de l'Église, si l'identité catholique représente maintenant quelque chose ou pas. Et c'est vrai que la référence que vous faites à l'enseignement de François est une référence le pape François, est une référence extrêmement importante et qui dure, parce qu'il est cohérent, au moins dans ce domaine-là. En revanche, la hiérarchie ecclésiale, c'est la hiérarchie du silence. Et si nous avions dans le passé beaucoup de références, de citations de tel évêque ou de tel autre sur ce que pouvait représenter l'accueil de l'immigré avec la foi catholique, avec l'engagement évangélique, maintenant, on n'en a plus du tout. Et si vous avez des cases pour les catholiques, vous pouvez faire autant de cases pour notre représentation épiscopale. Et qui est dans le silence, c'est peut-être le silence des cathédrales d'ailleurs. Merci. On prend 3 questions. Voilà, monsieur. Oui, alors ma question rejoint celle de mon prédécesseur. Avez-vous fait un travail en France, un peu une enquête auprès de notre clergé, auprès de l'Église, sur ce même thème? Parce que pour nous, c'est très important et très intéressant. Merci. On pourra dire que c'est la même question. Il y a encore 2 questions. N'hésitez pas. Voilà, monsieur. Là. Donc, pas que des messieurs, j'espère.
Vous l'avez déjà abordé au cours de votre exposé, mais au vu de la situation actuelle, avec ce que nous connaissons comme événement en France actuellement, est-ce que vos conclusions et vos personnages se reconfirment à votre avis? Si. Une dernière question avant de passer la parole. Voilà. Deux questions, si vous m'autorisez. D'une part, avec les événements et l'attitude de notre président de la République, est-ce que vous pensez que Cécile voterait toujours de la même façon? D'une part. D'autre part, la rencontre j'allais dire, le choc des cultures auquel on n'est pas confronté, mais qui se passe quand on travaille ou quand on rencontre et qu'on accompagne des migrants, nous permet, je pense, d'être peut-être plus ouvert, moins catégorique dans le classement que vous faites, c'est-à-dire dans la façon d'aborder la réaction d'autres catholiques que ceux qui sont dans ma catégorie. Un tout petit témoignage. Nous avons dans notre commune, autour du secours catholique, accueilli des migrants. Et dans la paroisse, quand on l'a fait savoir avec un flyer du secours catholique sur lequel il y avait une femme voilée qui discutait avec quelqu'un d'autre qui était accueilli par le secours catholique. Et j'ai eu une réflexion, une question d'une personne très engagée dans la paroisse, jeune, qui m'a dit « Mais pourquoi vous accueillez des gens voilés ?» Et en discutant un peu, au bout d'un moment, elle me dit « Je suis très partagée entre ma tête et mon cœur. Il faudrait qu'on le fasse, mais avec ma tête, je ne peux pas le faire. » Pour moi, c'est les... Voilà, je vois ce que vous dites. Merci. Alors, je donne la parole à François-Xavier. Alors, je vais répondre sur la question du clergé. Alors, on n'a pas mené d'enquête sur le clergé. On a fait presque... je ne dirais pas qu'on a fait mieux, mais on a présenté cette étude devant l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes. C'était en mars de l'an dernier. C'était assez rare pour pouvoir le souligner. La division, en fait, l'angoisse de la division et l'angoisse de la polarisation est quelque chose qui est très présent chez les évêques. Et la raison pour laquelle ils ne s'expriment pas, je ne cherche pas d'excuses à la hiérarchie ecclésiale et ce n'est pas mon objet ici, simplement pour donner un état des lieux. Oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'on ait tous les segments chez les évêques de France. Aucun doute. Chez tous les prêtres et chez tous les évêques, on va retrouver tous les segments. Par ailleurs, on en retrouvera sans doute un petit peu plus que d'autres. Mais on trouvera moins de libéraux et moins de sécularisés, par exemple. Mais je prends pas trop de risques. Oui, il y a des réticences, oui, il y a des difficultés, mais parce qu'ils sont aussi en prise avec les évêques sont aussi en prise avec les prêtres de leur paroisse, et les prêtres de leur paroisse sont aussi en prise avec les gens qui fréquentent leur paroisse. Et qu'ils entendent aussi des choses. Et que parfois, c'est répondre à des... Il faut avoir conscience que dans un débat, et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait que les multiculturalistes étaient un peu isolés, c'est que on peut avoir tendance, quand on défend avec beaucoup de générosité et beaucoup de conviction l'accueil, à le faire de telle sorte que ça braque la partie adverse. Enfin, pas la partie adverse, pardon. Que, en fait, en réalité, ça braque plutôt les ambivalents. C'est-à-dire que la partie adverse, j'allais dire les gens qui sont les plus réfractaires à l'accueil, et essayer de les convertir et de les convaincre de changer d'avis, vous pouvez vous lever de bonne heure. Il y a peu de chances que ça arrive. Et même dans les préconisations qu'on formule, je vais reformuler une préconisation parfaitement anti-évangélique, mais il faut savoir parfois ne pas aller chercher toutes les brebis égarées et se concentrer sur le troupeau. Il se trouve que le troupeau, c'est précisément celui auquel on ne parle pas. Et on ne lui parle pas parce qu'on ne sait pas lui parler. Et que la vie et la cohésion qu'on peut avoir dans une vie militante et dans un environnement militant où on retrouve des gens qui partagent nos convictions, et c'est bien, et on en a besoin, et c'est important qu'il y ait des militants qui soient convaincus, qui s'engagent sur le plan politique, qui s'engagent sur le plan concret, sur le terrain pour accueillir les gens. Mais parfois, ce n'est pas les bons messagers. Parfois, on n'est pas les bons messagers.
Et même si c'est difficile de l'accepter, parfois des gens qui vont être plus ambivalents et qui vont commencer par dédramatiser l'ambivalence en disant c'est pas grave, on a le droit d'avoir peur. C'est pas grave, on a le droit aussi d'être traversé par des conflits. Et on a le droit de ne pas être, j'allais dire, monocolore et monolithique. C'est parfois plus efficace. Et on obtiendra plus d'effets de cette manière-là. Alors, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on reconnaît l'ambivalence qu'on accepte tout et n'importe quoi, mais que ça peut permettre déjà de créer un moment pour ouvrir un chemin. Voilà. Donc simplement répondre de deux manières à votre sujet, parce qu'en fait, en réalité, je pense qu'ils sont assez liés. C'est-à-dire, les évêques, ils ont aussi leurs propres convictions qui sont parfois qui sont pas les miennes. Voilà, et qui sont sans doute pas les vôtres aussi, et qu'il faut faire en sorte, quand il s'agit d'un combat culturel, parfois peut-être nécessairement de mettre un petit peu... on aimerait pouvoir les convertir et convertir leur cœur aussi, mais simplement, concentrons-nous plutôt sur le troupeau et les ambivalents. Concentrons-nous sur ces groupes-là, parce qu'ils ont des choses à nous dire, et surtout, ils peuvent bouger. Parce que quand on est ambivalent, si on est ambivalent, ça veut dire que ça travaille et ça veut dire qu'il y a un espace pour faire quelque chose. Deuxième point, est-ce que ça reste ? Est-ce que cette segmentation aujourd'hui, c'est vous monsieur qui m'avez posé la question je crois, est-ce que cette segmentation elle est encore valable aujourd'hui, 1 an et demi après ? Oui. Je ne prends pas trop de risques en vous le disant, parce qu'on est sur le terrain des valeurs et des représentations globales, et qu'en fait c'est un terrain sur lequel ça change de manière beaucoup plus lente. C'est-à-dire que les opinions sont volatiles. Les 3 questions que vous avez sur un sondage au Doxa, sur France Info, globalement, vous pouvez avoir de la volatilité, mais enfin, si vous regardez bien, en fait, la volatilité, elle se joue souvent plutôt à 10 ou 15 points, sauf s'il y a vraiment des très gros yo-yo, parce qu'il se passe des très gros événements. Mais globalement, les Français, depuis 10 ans, ils sont 6 Français sur 10 à se déclarer contre l'accueil des migrants. Et ça n'a pas bougé. Globalement, c'est le même socle. À chaque enquête d'opinion, on retrouve toujours ce socle-là. Donc, d'une part, les valeurs changent lentement, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la segmentation en fonction des valeurs. Et 2, ça prouve aussi que si on veut les faire bouger, il ne faut pas leur demander de changer de valeur et de partir de notre terrain en disant, en gros, si vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas des gens bien. Parce qu'en faisant ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que précisément, en fait, il faut partir beaucoup plus de leur terrain pour essayer justement de les ouvrir et de les ouvrir à autre chose et de répondre à leurs questionnements. C'est-à-dire pas chercher à apporter d'abord nos réponses, mais déjà à écouter leurs questions. Et cette segmentation, elle sert aussi à ça, à savoir quel type de questions et à quel type de questions on peut être confronté. Et je vais vous dire, les réponses ne sont pas toujours évidentes. Elles sont parfois très longues à trouver. Et c'est un exercice. Et je n'ai pas la martingale. Si vous me demandez une recette avec une liste de réponses toutes faites et des éléments de langage à sortir à chaque intervention, je n'en aurai pas. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt durable. Est-ce que Cécile voterait toujours de la même façon, étant donné les choix qu'a fait Emmanuel Macron, j'imagine en matière... Alors, je vais dire, est-ce que c'est en matière de politique migratoire ou est-ce que c'est plus largement en matière de politique économique ? La question n'était pas développée outre mesure. On n'aime pas en général se renier quand on a fait un choix électoral. Le socle reste quand même plutôt solide sur l'électorat d'Emmanuel Macron. On est arrivé, nous, quand on a fait le groupe de discussion, c'est-à-dire en mars, avec les catholiques libéraux, on était déjà au moment du débat sur le projet de loi, l'avant-projet de loi immigration. Il y avait pas mal de polémiques et il y avait eu notamment des histoires à Calais qui repartaient. Et quand on les a interrogés sur le sujet, ils étaient profondément mal à l'aise. Mais ils trouvaient que, en fait, c'est eux qui utilisaient cette expression-là, ils disaient c'est mal géré. Donc, est-ce qu'elle voterait de la même manière ? Je pense que oui, honnêtement. Est-ce que la rencontre avec des nouveaux arrivants, avec des migrants, le choc des cultures, ça a un effet ? Oui. Et ça a un effet dans les deux sens. C'est-à-dire que, en fait, pour qu'une rencontre fonctionne bien, mais ça vous le savez mieux que moi quand vous organisez des événements, etc., souvent ça se prépare un peu. Si vous faites se rencontrer des gens qui ont des trajectoires ou des convictions, ou des trajectoires de vie diamétralement opposées et que ça ne se passe pas bien, en fait, les attitudes ne vont pas changer. Donc ça se prépare et ça suppose un accompagnement
qui est un accompagnement qui est très important. Et c'est un accompagnement dans les deux sens. On peut avoir la tentation et on peut avoir une tendance à un peu demander aux personnes exilées de servir du bon migrant, vous savez, celui qu'on emmène en disant « Regardez, c'est mon migrant, je vous ai ramené mon migrant, c'est un mec bien, c'est mon migrant ». C'est extrêmement déshumanisant pour les personnes accueillies. Il faut aussi faire attention à ne pas les enfermer dans des cases. Donc la rencontre, ça se prépare. Enfin, vous savez ça, en fait, en réalité, je sais que je prêche des convaincus parce que vous savez ça mieux que moi, mais c'est important de le garder toujours en tête parce que dans l'enthousiasme et dans la volonté de faire de la sensibilisation, on peut avoir tendance à l'oublier. Merci. Alors, une autre salve de questions. N'hésitez pas à réagir. Ben voilà. Je peux intervenir ? Oui. Alors, moi, je suis un prêtre catholique normal depuis 56 ans. Et tout à l'heure, dans la présentation des catholiques libéraux, vous avez dit que la personne que vous aviez présentée n'aimait pas qu'on parle de politique à l'Église. Alors, moi, je suis partagé parce que je suis aussi citoyen et souvent, dans mes choix, je dois oublier que je suis prêtre et inversement, je dois oublier que je suis citoyen. Alors, notre Église catholique officiellement a une doctrine sociale et même si j'en suis pas expert, quelquefois il m'arrive de l'évoquer et donc ce que je dis est ressenti comme politique alors que c'est du social. Merci. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était... Voilà. Vous y avez peut-être déjà répondu, je ne sais pas si vous avez des clés en plus à proposer, mais ma question c'était comment engager Cécile ? Je suis là. Oui. Ouais, comment engager Cécile ? C'était son côté ouvert mais pas habité. Dernière une question, une troisième, quelqu'un ? Oui, moi je me suis reconnue tout à l'heure puisque je viens de Metz, donc Forbach, le camp de Blida, etc., on connaît bien. Mais je suis un petit peu étonnée de ce que vous dites sur la lenteur du changement de mentalité. Parce que pour nous qui sommes tout près de la frontière allemande, j'ai rencontré la Caritas de la Sarre, je suis très frappée quand même de ce que l'Allemagne a vraiment brusquement changé son regard sur les migrants. Et c'est vrai que les personnes qui travaillent auprès des migrants en Allemagne sont très dépitées de voir à quel point maintenant il y a eu un vrai retournement. Et au fond, c'est quelque chose qui se sait beaucoup en Moselle. Alors, vu les difficultés économiques qu'il y a en Moselle, mais pas seulement des difficultés économiques, parce que les gens qui travaillent au Luxembourg n'ont pas toujours non plus un regard... en ce moment, il y a un village fortifié qui est en train d'empêcher aussi l'installation d'un lieu d'hébergement. Ce ne sont que des gens qui travaillent au Luxembourg pour la plupart. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, l'Allemagne est en pleine difficulté par rapport à ça, quoi, hein, on le sent bien. Merci. Ben voilà, on peut prendre cette deuxième salve. Alors, je vous dirais, il faut pas lâcher, hein, il faut continuer à parler de la doctrine sociale. C'est pas moi qui vais vous apprendre. Je trouve que c'est intéressant justement le conflit entre la voix de prêtre et la voix de citoyen. C'est aussi un conflit entre la voix d'être humain et la voix de chrétien que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que, alors, typiquement, je pense que c'est un public qui... on vous croiserait peut-être moins. Alors ça dépend des paroisses. Par ailleurs, on les trouve un peu plus en Île-de-France, hein, les catholiques libéraux. Donc, typiquement, pour les prêtres d'Île-de-France, les deux groupes que vous verrez le plus, c'est les catholiques libéraux et les catholiques en insécurité culturelle. C'est ceux où on a vu qu'il y avait plus de pics dans la région. Moi, je crois qu'il ne faut pas arrêter d'en parler. Il faut juste avoir conscience que c'est un groupe qu'on ne touchera pas avec ces mots-là. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est déroutant
Et c'est aussi ça qui devient de plus en plus difficile. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ça devient de plus en plus difficile de parler à tout le monde. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des phases qui ont été très bien décrites par des sociologues ou des politologues d'autres que moi qui montrent qu'il y a des recompositions aussi dans la vie de l'Église où les paroissiens ont tendance à choisir leur paroisse et ils choisissent un peu de vivre avec des gens comme eux. Par ailleurs, ça simplifie sans doute aussi en partie la vie des prêtres. Parce qu'ils savent quel public ils ont en face d'eux. Ça a une vraie difficulté, ça pose une vraie difficulté, c'est que jusqu'à présent, et ça reste encore sa force, l'Église est plutôt un sanctuaire où on a la possibilité de rencontrer des gens qui sont différents de nous. Et c'est la grande force de la vie paroissiale. Et c'est très important de continuer à garder et à vivifier cette vie paroissiale-là, mais ça suppose parfois effectivement des grands écarts où ça oblige à proposer un petit peu des sermons avec, des homélies ou en tout cas des prises de position, des activités un peu à la carte. Et c'est compliqué. Et je pense que tous les prêtres aujourd'hui vivent ces difficultés-là. Ça répond, et ça me permet de rebondir sur la deuxième question que vous m'avez posée sur comment est-ce qu'on fait pour engager Cécile. Cécile et d'autres, ça peut être typiquement des gens que vous allez croiser. Pour ceux qui font des maraudes par exemple avec le secours ou avec d'autres réseaux militants qui sont très énervants parce qu'en fait ils viennent, vous les voyez, ils arrivent et ils sont hyper enthousiastes, ils veulent faire des maraudes, ils disent j'ai très envie de faire une maraude, ils viennent une fois, ils viennent deux fois et puis la troisième fois vous les revoyez plus. Donc ils ont un peu parfois un engagement et un peu un engagement de consommateur. Mais c'est aussi les gens qui donnent le plus, par exemple. C'est là où on trouve la proportion de gens qui donnent le plus financièrement. C'est des groupes avec lesquels il faut accepter, en fait, de les engager, de proposer des engagements à la carte. Parfois, c'est des activités... c'est des activités qui doivent être calibrées, en fait, pour ces types de publics-là. Parce que de l'autre côté, après, ce sont des gens qui vont aller en parler avec d'autres. Avec certains de leurs copains, avec leur famille, etc., en disant « Oh, j'ai eu une expérience incroyable, j'ai fait une maraude ». Et l'autre, il va venir, et son copain va venir en disant « Bah, j'ai un copain qui m'a dit qu'il avait fait une maraude, c'était quand même... » Et c'est très énervant pour les gens qui sont sur le terrain. Dieu sait si c'est énervant. Ils sont énervants, ces gens. Moi, en fait, c'est un groupe, vous n'imaginez pas, j'étais derrière ma vie de Santin et je m'énervais, je piétinais en disant « Mais bon sang, mais il va en sortir quelque chose ». Et en fait, il en sort des choses. Mais il en sort de manière beaucoup plus disparate. Et ce sont des gens qui, dans un moment ou dans un débat, vont faire la différence ou vont pouvoir faire les choses. Ça peut être des choses très bêtes. C'est au moment où vous faites un don... je ne sais pas, vous êtes une grande organisation caritative, vous appelez à faire un don pour les migrants, c'est des gens qui vont faire un virement une première fois, vous allez vous dire « Ah, c'est cool, il faut qu'on les garde parce qu'on commence à avoir, parfois on galère pour trouver des donateurs », mais où en fait, on peut leur proposer d'aller plus loin et ce sont des gens qui, par exemple, qu'il faudrait rappeler en disant « Bah, vous voulez aller plus loin, si vous voulez, on vous rappelle. » Ce sont des gens qui vont fonctionner un peu comme ça. Ils sont sollicités dans tous les sens, ils donnent parfois un petit peu dans tous les sens, mais justement, comme ils sont très sollicités, qu'ils ne savent pas toujours où ils veulent aller, mais où la liberté est quelque chose de très important, et où l'engagement peut être vécu comme une contrainte au sens d'une absence de liberté, au bout d'un moment, il faut arriver à s'adapter à ça. C'est extrêmement difficile, mais ce sont des alliés qui sont extrêmement puissants dans la société civile. Et ils sont aussi très en demande en fait, de voix un petit peu charismatiques qui prennent la parole sur le sujet. On a été très surpris de s'apercevoir dans ce groupe-là, de nous dire le pape, on ne l'entend pas sur la question des migrants. Alors là, on est un peu tombé de nos chaises en disant je ne sais pas où ils habitent, mais... voilà. Mais pour vous dire, mais par contre, si Emmanuel Béard ou Patrick Bruel prend la parole, chez eux, ça va marcher. Mais ça va marcher qu'avec eux. Si vous faites une grande campagne de lutte contre les préjugés dans le métro, c'est une cible avec laquelle ça va très bien marcher. Est-ce que ça va marcher avec tout le monde ? Pas nécessairement, mais ça peut être un choix. Et c'est des choix stratégiques ensuite qu'il faut à peu près réussir à adopter. Sur la question de est-ce que c'est durable et la question de l'exemple de l'Allemagne et de la Sarre. Je ne veux pas répondre à la place de ma collègue allemande qui ferait ça bien mieux que moi. La spécificité de l'Allemagne,
c'est qu'ils ont une politique migratoire qui est très différente et ils ont un rapport à l'immigration qui est extrêmement différent de celui de la France. Nous avons globalement un solde migratoire qui ne bouge pas depuis 1975 sur les entrées et les sorties. On a une politique migratoire qui est plutôt assez contrôlée en amont, etc. La politique allemande, en fait, c'est une politique qui fait du yo-yo, avec tout d'un coup du très ouvert et tout d'un coup du très fermé. Et c'est comme ça depuis, en fait, en réalité, assez longtemps dans les politiques migratoires qui sont menées par l'Allemagne. D'autre part, en réalité, la France est plus un territoire d'immigration que l'a été l'Allemagne sur ces 100 dernières années. Je pense que dans l'inconscient collectif, même si ça fait partie des choses qui font un peu du mal aux plus réfractaires à l'accueil, c'est quelque chose qui est en réalité plutôt assez intégré. C'est-à-dire que il y a à la fois une fermeture, mais il y a une présence, j'allais dire, de profils divers et de profils étrangers. Enfin, en tout cas, il y a un rapport aux trajectoires migratoires qui est très différent. Le retournement en Allemagne, il s'explique aussi par, justement, cette ouverture d'un seul coup qui, du coup, donne une fermeture en retour extrêmement rapide et extrêmement violente. Parfois, quand on promeut l'accueil et quand on s'engage en faveur de l'accueil, je vais le dire avec beaucoup de pincettes, mais parfois on peut être avalé, on peut être épuisé par sa propre générosité. Et c'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que l'accueil et l'accueil d'une manière générale est quelque chose qui n'est pas facile. Et c'est pas quelque chose de spontané. Le travail culturel, le travail sur comment est-ce qu'on accueille correctement des gens et comment est-ce que les gens trouvent leur place dans notre société, comment est-ce qu'on accueille ce qu'ils apportent à notre société, puisque ça marche dans les deux sens et la réciprocité est fondamentale, c'est un travail de tissage, de long terme, qui est plus facile quand les sociétés vont bien que quand elles vont pas bien, d'une part. C'est l'exemple typique qu'on prend sur les boat people en général, sur les années 70 en France et ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le tissu et les questionnements extrêmement profonds que traversent nos sociétés aujourd'hui sont des sociétés en tension. Cela étant dit, ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas faire de l'accueil. Il faut juste, au contraire, il faut juste être conscient de ça et être conscient de ces difficultés-là. Si sur typiquement la situation à Metz, en plus, pour le coup, je sais que je veux faire de la dénonciation ad hominem sur l'évêque, sur les évêques du diocèse du coin, mais j'ai cru comprendre que parfois l'Église suivait pas nécessairement sur la question de l'accueil et qu'il y avait des tensions. Voilà. C'est sûr que ça me permet de rebondir sur la première question qui m'a été posée, ça va toujours beaucoup mieux quand l'évêque il est engagé. Et ça va toujours beaucoup mieux, et c'est toujours plus facile quand l'évêque prend le sujet à bras-le-corps. Voilà. Et à Metz, la réticence de l'évêque peut se comprendre justement par la spécificité de la population, mais il a sans doute peut-être tendance à surestimer cette inquiétude qui est là. C'est un groupe, par exemple, le groupe des nationalistes sécularisés, c'est un groupe qui est quand même très difficile à travailler et à convaincre, parce que ce sont des gens qui sont aussi, qui ont le sentiment d'être des grands oubliés. Et il faut entendre ça. Il faut entendre ce sentiment qu'ils sont oubliés. Rappeler l'universalité de l'accueil, c'est important. On a essayé, on a fait des tests de messages, en fait. On fait ça dans les focus group, on essaie de voir ce qui peut marcher ou pas marcher. Et ce qui fait bouger les gens ou pas bouger les gens et comment est-ce qu'ils réagissent. C'est un groupe qui était traversé, on a vu des gens avec parfois de la colère rentrer, des choses extrêmement dures, avec des trajectoires de vie qui étaient très difficiles. Oubliez prolétaires de tous les pays, unissez-vous, migrants et personnes précaires, même combat. C'est vrai, ça devrait être vrai en pratique, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas justement parce qu'en fait, ça vient entrer en conflit avec avec une colère en fait contre le système qui depuis très longtemps en fait a été travaillé pour être retourné contre l'étranger ou contre l'autre d'une manière générale. On a vu deux choses. On a vu une sensibilité très forte à la question des mineurs isolés, et notamment chez les femmes, parce que
parce que s'il y a bien un message auquel, et il y a bien un point commun que n'importe quelle famille partage avec une autre famille, c'est normalement l'attention pour les enfants. Et que aucune famille et aucun parent ne laisserait partir des enfants ou ne laisserait vivre ses propres enfants dans des situations aussi terribles. Et ça, c'est quelque chose qui parle et c'est quelque chose qui marche. C'est pas une technique de communication, c'est-à-dire que c'est simplement ça rentre en résonance avec quelque chose qui est de l'ordre des profondeurs et des valeurs qui sont profondément ancrées dans ces groupes-là. Je suis un peu sorti du sujet, mais voilà. Merci. On va conclure. Je remercie François-Xavier. Je pense que malgré un aspect un peu statistique, avec des chiffres et tout, on voit bien que ce qui le travaille et ce qu'il nous a confié, c'est aussi ce qu'il croit. Et combien c'est important de justement prendre vraiment, comme disait le pape François, alors pas sur les migrants, mais sur le dialogue, prendre en compte ce que chacun vit et les tensions internes de chacun, de nous et d'autres. Vraiment, comme il dit, écouter le silence. Je remercie François-Xavier justement pour ce message de pouvoir d'écoute et avec une conviction profonde que la résonance peut arriver et que le construire un nous ensemble peut se faire à condition de s'écouter, de dialoguer et que peut-être en même temps, mais sans lien avec Cécile, en même temps de pouvoir construire un nous ensemble avec les migrants. Il est aussi important de construire un nous ensemble dans l'Église. On voit bien aussi que là aussi, il y a un travail de dialogue et d'écoute. Je vous propose de l'applaudir.